allez-vous? Très heureuse de vous retrouver. J'espère que cette journée a merveilleusement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Vous le voyez, nous sommes là, nous, fidèles au rendez-vous et encore plus heureux, enthousiastes à l'idée de partager cette heure en votre compagnie. Alors, au programme, tout naturellement, le bien-être. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à notre trésor, à notre bien le plus précieux, à savoir notre santé. Nous allons ensemble cultiver notre capital santé par l'intermédiaire de notre intestin. Alors un intestin, une flore intestinale dont on entend occasionnellement parler, mais auquel on ne prête que trop rarement attention, siège des matières fécales en lien direct avec le rectum et l'anus. Il n'a pas, vous savez, cette image de l'organe noble et pourtant de l'intestin dépend notre santé. Il est un des piliers de notre santé, c'est bien simple, quand l'intestin va, tout va. Une des clés de notre santé au point d'être à l'origine, sans que nous en ayons toujours conscience, de certains de nos désagréments et pas seulement ceux qui viennent du ventre. Tiens, fatigue, maux d'estomac, eczéma, douleurs chroniques, sinusite, allergie, bronchite. Et si c'était votre intestin, un intestin qui assure la digestion, l'assimilation et l'élimination, sauf que quand ça coince, quand il sature et quand il n'élimine plus, eh bien c'est là que les problèmes commencent. Alors pour nous aider à prendre soin de notre intestin et plus globalement de notre santé, à nos côtés Daniel Kieffer, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes naturopathe, fondateur du Sénato, Collège européen de naturopathie, et vous êtes l'auteur de ce livre dont nous allons parler ensemble, l'espace d'une petite heure, Régénération intestinale, c'est aux éditions Jouvence. Également à nos côtés, Jean-Philippe Zalka, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation, pharmacien. Allez, un de vos domaines de prédilection, ce sont les plantes et leurs vertus thérapeutiques. Vous leur avez d'ailleurs consacré un livre, celui-ci, Les plantes en pharmacie, aux éditions Dauphin. Alors, stimulant digestif, anti-ballonnement, anti-fermentation, drainante, vous avez fait pour nous une petite sélection de ces plantes, de ces merveilles que nous offre la nature et qui vont nous aider à avoir un bon transit. Effectivement, la nature nous offre un arsenal thérapeutique absolument considérable. Oui, c'est ce que vous me disiez. Voilà. Alors, sur ce plan du transit, il y a un nombre de plantes incroyables. Voilà. Alors, donc, je vous ai amené quelques plantes. J'ai fait une très brève sélection. Mais la meilleure, on n'en doute pas une seconde. La meilleure, vous connaissant. La meilleure des sélections. Alors, d'une part, des plantes. D'autre part, bien sûr, les huiles essentielles qui jouent un rôle extrêmement important dans ces problèmes de transit, dans ces problèmes de fermentation. Pourquoi? Parce qu'elles agissent d'une manière beaucoup plus rapide que beaucoup de médicaments. On fait un état des lieux dans quelques instants. En plus, vous me disiez tout à l'heure que dans votre pharmacie en ce moment, mais vous avez un nombre de gastroentérites incroyable. C'est la période des gastroentérites parce qu'il y a plein de virus, bien sûr, et au niveau médicamenteux, les plantes sont beaucoup plus actives et agissent beaucoup plus rapidement. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Cette année, elle ne va pas passer par nous, la gastroentérite. C'est une chose est sûre. Ça va être pire après les fêtes. Bon, alors on prend le papier, on prend le stylo, on va tout noter, on va suivre vos bons conseils. Également à nos côtés, Christine Campagnac-Morette, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de yoga, auteur de ce livre, Prévenir et guérir par le yoga. C'est des auditions Dauphin. À vos côtés, nous allons réapprendre, parce qu'on a perdu le fil de cette respiration ventrale, nous allons réapprendre à respirer par le ventre, inspirer, souffler, voilà une sorte de massage interne pour dénouer, pour débloquer toutes les tensions qui parfois se stockent au niveau du ventre. On l'oublie trop souvent, mais le ventre, eh bien, c'est notre deuxième cerveau, le cerveau des émotions, et parfois, il y a des petits nœuds. Donc on va tout débloquer à vos côtés, chère Christine. On va commencer avec vous, Daniel Kieffer, une émission bien chargée, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors de l'intestin, de la flore intestinale, on en parle très rarement, et pourtant, on l'oublie, mais c'est un des piliers de notre santé. Quand on nous dit par exemple que quand l'intestin va, tout va, ça n'est pas un mythe, c'est bien une réalité. C'est une réalité, et l'intestin, c'est pas seulement une histoire de plomberie, de tuyauterie, c'est un système vivant, c'est un écosystème avec 400 variétés de bactéries, le tout bien hiérarchisé, et c'est cette symbiose entre nos hôtes intestinaux les plus favorables et quelques éléments étrangers minoritaires qui devraient normalement rester bien contrôlés, notre système nerveux, notre système glandulaire, notre psychisme, une interaction permanente entre ces différents aspects de notre être qui font que l'intestin est concerné autant par le stress que par l'alimentation, que par la sédentarité, les différents excès.
Et bien souvent, en effet, comme vous le disiez, des troubles qui n'ont apparemment rien à voir, comme la fatigue chronique, l'allergie ou les troubles respiratoires, peuvent être considérablement améliorés ou auto-guéris très rapidement en régénérant, en nettoyant les intestins. C'est ce qu'on découvre dans votre livre, c'est-à-dire que dès lors que l'intestin est défaillant, un petit peu fatigué, c'est tout le corps qui en pâtit. Hein, c'est vraiment le cercle vicieux. Donc le point de départ, est-ce qu'on peut dire que le point de départ de la plupart de nos désagréments, on ne va pas faire trop de généralité, mais de la plupart de nos désagréments et maladies, le point de départ, c'est souvent l'intestin. C'est difficile de se cibler comme ça une seule origine, parce que, encore une fois, ce sont des systèmes croisés. Hein. On connaît aujourd'hui la neuro-psycho-endocrino-immunologie, par exemple, une science merveilleuse qui, enfin, fait des liens transversaux entre les différentes sciences. Donc, on pourrait dire le foie, on pourrait dire les intestins, on pourrait dire le cerveau. Je dirais que c'est l'humain qui est concerné. Et nous nous alimentons 2-3 fois par jour, voire plus. Toute notre santé, c'est en fait l'équilibre entre les entrées et les sorties. Et le métabolisme, ce n'est que cela. Or, l'intestin est forcément concerné par tout ce qui arrive dans la tuyauterie et tout ce qui en sort. Donc, énormément de problèmes peuvent être mis en lumière, et tous les anciens le savaient. Ça stagne, et c'est là où à un moment ça sature. Et c'est ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Dès lors que l'intestin est défaillant, hop, c'est le foie qui va récupérer, qui va essayer de venir le soulager. Mais le problème, c'est que le foie aussi, à un moment, il s'encrasse. Mais c'est pas nouveau, parce qu'on retrouve ce bon sens et toutes ces pratiques autant chez les Égyptiens qu'en médecine chinoise, que chez Hippocrate, qu'en Inde, en médecine ayurvédique, bien sûr, où les nettoyages, les purifications sont très importants. Et on commence tout doucement à revenir, nous, en Occident, à parler du cerveau abdominal, à parler un petit peu du transit. Mais on a une culture très taboue, hein, au niveau du pipi-caca. C'est quelque chose qui est quand même chargé de... Mais c'est pas l'organe noble, hein, l'intestin, c'est l'organe des déchets. Donc c'est vrai qu'on s'y intéresse que très rarement. Et pourtant, vous le disiez, nos ancêtres, mais veillaient particulièrement, scrupuleusement au bon fonctionnement du transit. Alors il y a plein d'anecdotes. Quand on dit comment allez-vous, comment ça va, on s'intéresse aux selles de notre interlocuteur finalement. C'est ça, c'est comment allez-vous de l'intestin, hein, quelque part. C'est ça. C'est ça, hein. Donc en l'occurrence, on s'y intéressait toujours. Dans beaucoup de langues, c'est le même sens d'ailleurs. Et même Bouddha, Bouddha, vous dites, pour donner l'une des définitions de l'homme zen, il disait celui qui va bien de l'intestin. Hein, donc là encore, le point de départ... C'est un peu mystérieux, c'est vrai, mais bon, il y a cette notion de globalité et probablement aussi il y a cette réflexion qui dit que les choses les plus profondes sont aussi les plus simples et qu'on ne sépare pas le corps de l'esprit. Alors on n'imagine pas, pour bien comprendre, expliquez-nous en quoi l'intestin est un des piliers de notre santé. Parce que là, on le dit, on a perdu ce réflexe. C'est-à-dire quand on a un désagrément, à moins qu'il vienne du ventre, on sait que c'est la digestion, on sait que c'est une mauvaise assimilation, on fait le lien avec l'intestin. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il soit à l'origine de plein d'autres désagréments qui n'ont rien à voir avec le ventre, pour le coup. Pour bien comprendre, peut-être faire une petite liste des fonctions principales de l'intestin et de sa flore intestinale, hein, puisqu'on ne peut pas dissocier, encore une fois, l'aspect mécanique et l'aspect biologique, vivant. Au-delà des fonctions tout simplement d'élimination qui sont de la plomberie, l'intestin a une fonction antitoxique extrêmement importante qui est à peu près la même estimée au pouvoir antitoxique du foie. Ça veut dire que des toxiques et des toxines que nous devons traiter, hydrolyser, couper en petites molécules pour les éliminer, sont traités par le foie quotidiennement, mais également par la flore intestinale. Et cette flore ne peut être performante que si elle n'est pas elle-même agressée par un certain nombre de facteurs, comme le stress, comme certains mélanges alimentaires, des excès de sucre, des excès de protéines, on le reverra tout à l'heure. Alors, on imagine, l'intestin, c'est le tuyau, hein. Vous avez vu le petit schéma à l'antenne. La flore intestinale, c'est quoi finalement dans ce tuyau? C'est un ensemble de bactéries qui fait le volume des selles. 90% des selles, c'est un mélange de bactéries. Hein. Les bactéries sont concentrées de la bouche à l'anus, selon les étages, avec différentes familles. Il y a des flores, hein, comme il y a une flore buccale, une flore gastrique, une flore du grêle, entérique, l'intestin grêle. Et puis, au niveau du côlon, c'est surtout dans la partie du côlon droit et du cécum, la jonction entre le grêle et le côlon, que les grosses réserves de la flore intestinale sont les plus importantes. Donc, fonction antitoxique, mais également fonction liée à l'assimilation, pour plein de raisons un petit peu compliquées au niveau des villosités, au niveau de la porosité de l'intestin. Une fonction essentielle qui est aussi la synthèse des vitamines, en particulier certaines vitamines du groupe B. Une fonction qu'on appelle l'effet barrière, qui est étonnante et qui permet de neutraliser en permanence tous les éléments étrangers, que ce soit des virus, des bactéries, des molécules inconnues.
une fonction immunitaire extrêmement importante, puisqu'on estime que pratiquement 50% de notre capacité de défense au niveau des globules blancs et des immunoglobulines est générée dans l'intestin. La moitié de notre capital défensif, c'est énorme. Donc dès lors qu'on chope le virus, hein, la grippe ou par exemple la gastroentérite, oui, ça veut dire que l'intestin est défaillant, qu'il n'assure pas sa mission de protection de l'organisme, qu'il n'a plus suffisamment pour nous défendre. Tout à fait. Il y a eu une agression de cet ordre-là et on l'a laissé passer. On n'a pas réagi, on a toléré un excès de ballonnement, de gaz, un désordre du transit, un retard de transit ou une accélération. Et des choses comme ça qui très vite s'installent dans le quotidien peuvent en effet générer des troubles beaucoup plus profonds et beaucoup plus chroniques. C'est ça, c'est comme vous le dites, qui s'installent dans le quotidien. C'est-à-dire parfois on est sujet à des désagréments qui sont tellement devenus chroniques et quotidiens que, ça relève du banal. Ouais. On considère que c'est banal, mais ça n'est en rien de normal. C'est-à-dire, dès lors que vous avez un trouble qui est récurrent, chronique, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Ça n'est pas normal. On ne doit pas je cherche le mot, pas se satisfaire parce que c'est pas le terme, mais une diarrhée, des constipations, ça doit pas être chronique. Ah, on s'en accommode trop souvent. C'est clair. La diarrhée, encore, on la tolère assez moins bien, mais la constipation, on la banalise. On a des gens qui aujourd'hui ne vont pas à la selle régulièrement et qui attendent... Constipation, à partir de combien de jours vous considérez qu'il y a une constipation? Parce qu'on doit y aller tous les jours. La physiologie est une réalité incontournable. On sait en médecine vétérinaire que chaque espèce a telle alimentation, tel transit, mais les humains, c'est la même chose. Entre 18 et 28 heures, c'est un transit normal de la bouche à l'anus. On peut faire un test tout simple avec un repas riche en betterave, par exemple, qui colore les selles en rouge, c'est un marqueur, ou une cuillère à café de charbon végétal qui va colorer en noir. Et on chronomètre, on voit bien un petit peu si on est dans la norme ou pas. Donc entre le moment où on ingère, où ça rentre dans l'organisme, et le moment où il faut évacuer ce qui ne convient pas et ce qui ne convient pas à l'organisme, 18 à 28 heures. 18 à 28 heures. Moins de 18 heures, les selles sont trop liquides. On parle de diarrhée et de troubles de l'absorption. Et au-delà, les selles commencent à se dessécher et on a un transit retardé. Exception faite pour des dolichocolons ou des mégacolons, qui sont des colons naturellement trop gros ou trop longs. Ça arrive assez fréquemment chez nos contemporains aujourd'hui, où là, on a un transit à peu près normal sur 2 jours. Mais bon, il ne faut pas s'en satisfaire. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, ça fait caca, pipi, etc. Mais malgré tout, qu'est-ce qui vous fait dire, quels sont les indices qui nous font dire qu'on a un transit idéal? Parce que là encore, est-ce que les selles sont des indicateurs extérieurs de ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme? Évidemment. Et là aussi, on connaît mieux les selles dans le milieu vétérinaire que dans le milieu humain. On ne s'en occupe pas, on ne nous l'apprend pas. Mais des selles normales sont des selles moulées, donc pas déchiquetées, pas en diarrhée. Des selles qui flottent plutôt dans l'eau de la cuvette, parce que c'est un rapport entre les fibres, l'oxygène, les bactéries aérobies, anaérobies, elles doivent flotter plutôt que couler. Elles sont de couleur assez sombre, assez marron, ce qui témoigne d'une bonne fonction biliaire. C'est les selles biliaires notamment qui colorent les selles. Elles doivent être émises sans difficulté, sans effort, sans violence. Elles souillent très peu l'anus parce qu'il y a un film muqueux, un mucus naturel au niveau de l'intestin qui fait qu'on a très peu besoin de papier hygiénique. Et les odeurs... peu odorantes. Et les odeurs sont relativement, je ne vais pas dire agréables, mais en tout cas, elles ne sont pas gênantes, elles ne sont pas pestilentielles. Alors, c'est dû à quoi, par exemple, quand nos selles ont une odeur très forte? C'est dû à quoi? Alors globalement, on distingue les fermentations et les putrescences. Ce sont des phénomènes physiologiques, mais qui deviennent vite excessifs. Quand on a un excès de protéines animales, en particulier donc viande, charcuterie, abats, protéines concentrées, que la digestion est trop rapide par le stress, parce qu'on ne mâche pas suffisamment, que les repas sont trop complexes, on a des protéines qui arrivent dans le côlon sans avoir été préalablement dégradées au niveau intestinal ou au niveau entérique. Ça veut dire que les protéines, normalement, devraient être cassées en peptides puis en acides aminés pour être assimilées. Et quand des peptides arrivent au niveau du côlon, elles entrent en putrescence et ça se passe dans le côlon gauche, à gauche de notre intestin. Putrescence, c'est-à-dire, c'est la fermentation? Non, la fermentation c'est à droite. En biochimie c'est différent. La fermentation c'est acide, les putrescences c'est un phénomène alcalin. D'accord. Et là on a un dégagement, tiens c'est un lapsus, un dégagement de gaz désagréables comme le méthane et comme l'hydrogène sulfuré qui donne des odeurs tout à fait désagréables. Donc généralement il faut aller voir du
côté des protéines quand ça sent mauvais, et du côté des sucres quand ça sent pas mauvais. Deux formes de gaz habituellement. Alors qu'est-ce qui va provoquer des fermentations? Là, c'est purement alimentaire finalement. Fermentation ou putrescence. Globalement alimentaire, même si le stress va s'en mêler, la sédentarité. On est généralement dans les excès. Sucre, farineux vont donner des excès de fermentation à droite, avec une flore acide, mais des gaz pas très odorants. Et les mauvais métabolismes des protéines, donc viande, légumineuses, soja, etc., vont donner des putrescences plutôt dans le côlon gauche, avec des gaz désagréables. Mais c'est là où on se dit que le corps est quand même une machine extraordinaire. Vous savez qu'on s'intéresse souvent, on en avait parlé pour l'équilibre acido-basique, on teste le pH de notre piscine, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, on regarde bien la vidange, on fait la vidange de notre véhicule, on regarde, dès lors que l'eau ne s'écoule pas dans l'évier, hop, on regarde la plomberie. C'est du bon sens. Non mais l'intestin, c'est une vraie plomberie, c'est-à-dire que parfois, ça va se saturer dès lors qu'il va y avoir putrescence, fermentation, et c'est là où les problèmes commencent, quand il y a saturation, que tout est bloqué finalement. Il y a plus de... C'est la paroi qui... C'est pas très poétique, mais c'est vrai que les Américains ont énormément étudié l'encrassement du côlon, comme ils disent, que nos gastro-entérologues n'ont pas trop pris au sérieux encore en France, parce que quand on fait des radios du côlon, le réglage du contraste de l'appareil ne s'occupe que des tissus organiques pour voir la forme du côlon. Quand on fait une radio, c'est généralement pour cela, voir les ptoses, voir les diverticules, etc. Or, ces matières qui s'accumulent sont peu visibles au niveau des contrastes habituels, et par contre on les retrouve dans les travaux américains notamment, éliminées par voie naturelle quand on fait des hydrothérapies du côlon, qui sont des nettoyages assez intenses, mais remarquablement efficaces. La petite douche de l'anus, c'est un petit peu ça l'idée. Ça, c'est la douche rectale. Mais l'hydrothérapie, on verra peut-être tout à l'heure, c'est un détrempage des matières du côlon sur toute la longueur qui fait passer plusieurs litres d'eau avec un appareillage assez sophistiqué. Et là, on a des éliminations, parfois, pas chez vous et moi qui nous alimentons plutôt bien, j'espère, mais chez des personnes qui ont, on va dire, 20 ans, 40 ans de malbouffe derrière eux, avec des ptoses, des intestins. Ptose, il faut nous parler. C'est une descente, c'est un effondrement des tissus comme l'intestin qui se met à pendre, si vous voulez, qui descend, au lieu d'avoir cette image correcte que nous avons vue tout à l'heure. Le côlon transverse peut parfois reposer sur la vessie, il peut s'effondrer complètement, voire... Par un excès, par une saturation finalement de toxines, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette forme-là. On va peut-être d'ailleurs le voir à l'antenne. Et par un relâchement aussi des ligaments, de tous les systèmes de soutien, par manque de minéraux notamment, il y a cet effondrement. Donc il se forme des coudes, des nœuds, des piles d'assiettes, des rétrécissements, des dilatations. Les beaux côlons comme ça de forme idéale sont extrêmement rares aujourd'hui. Il faudrait avoir un carré, quoi, en gros, c'est ça. En gros, c'est un peu... D'ailleurs, on parle du cadre colique, tout à fait. Ah bon, oui. C'est tout à fait ça. Et il se trouve que ces matières peuvent s'agglomérer parfois, et un peu comme dans un tuyau, on a du calcaire qui s'accumule, ou comme dans les voitures, on a de la calamine. C'est exactement la même chose. Et parfois, on élimine par voie naturelle, c'est spectaculaire, des espèces de pneus de vélo qui peuvent faire jusqu'à 60 cm de long, qui ont une couleur noirâtre, qui ont pris la forme interne des replis de l'intestin et qui empêchait bien évidemment l'assimilation correcte, qui étaient des bouillons de culture pour créer de l'infection, pour abriter des parasites, des larves. Beaucoup de vers également aujourd'hui sont présents chez nos contemporains sans qu'on le sache. Alors j'avais un chiffre, est-ce que je vais le retrouver Allez-y en attendant. Attendez. Oui, non, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas. Tiens, voilà. Un adulte sur 3 et 2 enfants sur 3 sont porteurs de parasites intestinaux. C'est ça. À l'origine de pathologies infectieuses à répétition. C'est ça. C'est des chiffres parisiens tout à fait récents, confirmés par les laboratoires spécialisés. Et c'est pas pour ça qu'on va éliminer, comme on le faisait avant, les ténias. C'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, on a toute une population nouvelle de parasites qui viennent nous encombrer et qui sont souvent à l'origine d'inflammations chroniques de l'intestin. La porosité de l'intestin aussi est remarquable aujourd'hui, avec une trop grande absorption de déchets et de protéines non dégradées. Et on voit même aujourd'hui des parasites qui vont migrer à distance. Et on retrouve, je sais pas, des blastocystis par exemple, dans les kystes des seins ou dans les glandes salivaires, des choses qui sont... Alors on imagine un intestin, là, pour bien comprendre, donc c'est comme un toboggan, tout doit finalement passer par l'intestin et ressortir donc via les selles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça s'arrête dans le toboggan ?
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il n'y a pas la fluidité, il n'y a pas... Le péristaltisme, le mouvement naturel de l'intestin, est lié à un bon équilibre du système nerveux végétatif, celui qui est involontaire, et en particulier le système parasympathique. Ça veut dire que quand nous sommes en situation de détente, de non-stress, de relaxation, de pratique de yoga, de sophrologie, le transit en profite pour avancer tranquillement. Le péristaltisme fonctionne. Les sphincters s'ouvrent quand il faut au niveau de l'estomac. Dès que nous sommes en situation de stress, que ce soit d'origine psychologique ou par excès de café, d'excitant, je ne sais quoi, on ferme les sphincters et on bloque également le péristaltisme. C'est aussi simple que ça, à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un lieu de somatisation, le ventre, mais on n'imagine pas. D'ailleurs, on dit avoir la peur au ventre. Oui. C'est ça. Même quand on passe un examen, on ressent bien, tout se passe dans le ventre. C'est vraiment le cerveau des émotions. Donc dès lors qu'on est contracté, qu'on ne respire pas bien, on n'aide pas finalement le transit à bien s'écouler. C'est d'abord ça. C'est ça. Rajouter à cela la sédentarité, puisque l'exercice normalement aide C'est vrai, quand on va marcher, il suffit d'aller marcher, mais c'est vrai. C'est tout simple. Oui, non, mais Et puis rajouter l'insuffisance de liquide, des gens qui ne boivent pas assez, donc la déshydratation des matières se fait plus rapidement, donc elles ont tendance à durcir et à se dessécher. Des excès de sucre, des excès de protéines, encore une fois, le manque de fibres, l'alimentation raffinée, qui fait que manque de fibres veut dire manque de ballast, d'effets hydrophiles, donc moins de volume au bol alimentaire. Et on a globalement les causes les plus fréquentes de la constipation. Donc, sédentarité, l'alimentation et le stress, finalement, nos émotions. Jean-Philippe Zalka. Je voulais juste dire que l'intestin, c'est une véritable usine chimique, parce que c'est le lieu extraordinaire où pratiquement tout est métabolisé. Synthèse, assimilation, dégradation... vulgairement, on dit c'est une usine à gaz. C'est vrai, souvent dans les conversations, c'est ce qui ressort. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que, par des molécules naturelles chimiques, on arrive à contrôler, disons, les conséquences comme la constipation, comme les problèmes de diarrhée, de choses comme ça. Alors, constipation, tiens, cas concret. Constipation, vous y voyez quoi, vous, derrière? Justement, quand on ne va pas régulièrement, quotidiennement, ou même 2 fois par jour, au sel. Donc là encore, c'est problème. Il faut voir du côté de l'alimentation, du côté de la sédentarité, du côté du stress. C'est aussi simple que ça. On va forcément retomber sur nos piliers d'hygiène de vie. Voilà. Ça, c'est incontournable. Alors, on fait un petit point sur les piliers d'hygiène de vie. Tiens. Et on va sûrement, je pense que vous serez d'accord avec moi, ne pas se jeter sur les laxatifs en première intention. Il y a aussi des maladies des laxatifs, même avec les plantes, c'est clair. On va d'abord penser réglage alimentaire. Boire plus, manger des fibres, ajouter des fruits entre les repas, augmenter un petit peu ses crudités, les huiles, les lipides aussi. On est dans l'action. Bouger, on se branche, mieux gérer les alternances travail-repos. Bon, et si ça ne suffit pas, on va aller voir du côté des plantes très douces, les mucilages. Et on va garder, beaucoup plus tard, on va garder les plantes en dernier recours. Mais c'est ce que vous dites. Les plantes, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, comme vous dites, de mucilages, comme le psyllium, par exemple, qui absorbe jusqu'à 2-3 fois son poids d'eau. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les laxatifs doux, et à mon avis, ce sont les meilleurs laxatifs, parce que elles sont très bien tolérées. Même dans les cholopathies, heureusement. Exactement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, justement, dans les coulisses. Vous dites, mais moi, je vois tellement de gens arriver à la pharmacie qui voudraient le produit miracle, qui en 1/10 de seconde, les remettent en état de bonne santé. Mais finalement, c'est un travail de fond quand même, ça se mérite, la santé. C'est tout un travail de fond, sauf cas extrême, constipation tout à fait occasionnelle. Effectivement, on peut donner du séné, de la rhubarbe, mais 24-48 heures, c'est évident. En dépannage, Et après, en relais, on utilise des mucilages, il y a tout un arsenal. Alors, on va parler un petit peu des solutions, puisque vous vous consacrez toute la deuxième partie justement à votre livre. Alors, il y a des solutions qui vont nous paraître très lointaines de notre quotidien finalement. Vous parliez tout à l'heure d'hydrothérapie du côlon. Oui. C'est ça. Oui. Là, c'est vrai que c'est pas le premier réflexe. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors, on va déjà expliquer ce que c'est que l'hydrothérapie du côlon. Alors, c'est une méthode assez sophistiquée qui suppose un appareillage professionnel avec des canules jetables et un réglage extrêmement précis de la pression de l'eau. Donc, c'est un soin très respectueux, très pudique, qui introduit dans l'anus une canule à double embout avec de l'eau tiède qui entre et qui ressort. Donc on a une circulation d'eau qui permet de faire passer 20-40 litres d'eau sans exploser, bien évidemment. Le tout se fait en position allongée, confortable, avec des massages du ventre.